Ah, allô. Périphérique USB, ok. J'ai relancé en qualité moindre, cette fois ça devrait bien se passer. Je vais vous demander votre confirmation avant qu'on enchaîne. Voilà, c'est bon, merci. Alors, je sais pas quand est-ce que ça a coupé exactement. Ce sera disponible dans le différé. Je faisais le point là jusqu'à présent sur mes positions ouvertes. Donc de toute façon, je laissais tout courir pour le moment. Au niveau des positions en attente, il s'agit simplement de mes stop loss en fait, puisque je peux pas placer de stop loss en plusieurs fois. Donc je mets des ordres inverses de la taille d'un tiers de la position. Comme ça, je sors en plusieurs fois, ça revient au même. Et j'ai pas à gérer les sorties, ça se fait automatiquement. Je disais que on avait actuellement une balance de 10 608 €, donc ça c'était bien, parce qu'on a commencé le compte avec 10 000 € le 24 juin dernier. En revanche, ce qui est plus négatif, c'est qu'on a un écart qui se creuse pour le moment entre la balance et l'équité, donc on va falloir travailler là-dessus, puisqu'on a effectivement seulement 10 145 € d'équité. Donc ça veut dire un profit seulement de 1,45% depuis le 24 juin dernier. Donc après, je gère les positions du mieux que je peux et toutes les règles sont respectées, donc il n'y a pas non plus forcément de changement à adopter, mais pour le moment les résultats ne sont pas excellents. Ceci dit, c'est plutôt une stratégie qui va avoir de très bons résultats quand on aura des bonnes impulsions et des phases de tendance claires, ce qui n'est pas le cas actuellement. On a plutôt de l'hésitation, ce qui peut être compréhensible l'été, mais c'est pas toujours vrai, donc ce sont les règles en finance, elles sont faites pour être... enfin les adages et les dictons, ils sont faits pour être mis à mal et contrariés, donc je les prends avec des pincettes. Mais bon, voilà, le fait est que pour le moment on est plutôt dans des marchés peu volatiles, avec peu de tendance, et moi j'applique une stratégie qui nécessite plutôt du mouvement, mais je pense que le mouvement va reprendre. Quoi qu'il arrive, de toute façon le mouvement on va le chercher, et quoi qu'il arrive, le compte est positif, donc ça c'est quand même quelque chose de très intéressant. Ça va bientôt faire 2 mois, le 24 août là ça fera 2 mois qu'on gère le compte, pour le moment on est toujours positif. Je crois que les statistiques des brokers sont assez alarmantes, donc pour le moment il n'y a pas, je crois que c'est en moyenne 18 semaines hein, la durée de vie d'un compte chez un courtier pour un trader particulier. Donc d'ores et déjà on a fait... Ah non, pas encore mieux par contre. 18 semaines ça fait quand même 4 et 4, 8, 8 et 8, 16 et 4 on va dire, donc ça fait 5 mois. Donc non, mais pour le moment c'était juste pour vous donner une idée. Mais déjà le fait d'être positif c'est une bonne chose. Maintenant c'est vrai que l'idée c'est pas quand même de faire 2 ou 3% l'année, j'aimerais bien faire du 20% l'année, sachant que l'objectif est de surperformer le CAC 40 à long terme. Enfin voilà, on va continuer à travailler. Donc sur ce, on va enchaîner en lisant un peu ce qui s'est dit, ce qui s'est passé ce jour. On va se rendre du côté de romandie.com, le site d'information, on va voir ce qui s'est dit en salle de marché à propos de l'évolution des marchés. Alors ThyssenKrupp, lourde perte nette, les sessions traînent. Le pétrole monte à Londres, porté par de bons indicateurs en zone euro. Action suisse clôture, le SMI monte, Syngenta top, Geberit, Schindler flop. Alors, Bourse de Paris termine en hausse, un nouveau plus haut de l'année, plus 0,51%. Le CAC qui est en très grande forme en ce moment. Bravo à tous ceux qui ont acheté les marchés actions et bravo notamment à Benoît Rousseau que j'ai interviewé récemment. Vous avez encore la vidéo en gauche, en partie à la une, qui indiquait depuis le début de l'été qu'il était clairement acheteur sur les marchés actions. Pour le moment, il faut reconnaître la qualité de sa vision et je pense qu'il a pris énormément d'argent puisque Benoît Rousseau c'est pas un analyste, hein, c'est un trader concret et il donne très régulièrement ses points d'entrée et ses positions sur son site enlil.com et je pense que ces derniers temps bon, il va passer des bonnes vacances s'il s'arrête un peu après et je crois qu'il part en vacances là, donc bravo à lui. Tiens, il a fait un article intéressant sur le meilleur trader, on ira le lire après, je sais plus où j'ai vu ça mais on l'a partagé. Également merci à Nico qui m'a indiqué une nouvelle intéressante, c'est que IG Markets, maintenant appelé IG, propose MetaTrader 4. Donc tout le monde s'y met, hein, MetaTrader. D'ailleurs je ferai aussi une parenthèse à propos des signaux, puisque je m'y suis intéressé, je vous montrerai les choses intéressantes que j'ai découvertes. Voilà, un peu le programme de l'émission. Mais priorité au trading et à la gestion de notre compte, donc on va chercher ce qui s'est passé, voir s'il y a des opportunités de trade ce jour. Alors, la Bourse de Paris a terminé en hausse mardi, plus 0,51% et a atteint un nouveau sommet annuel aidé par des indicateurs économiques encourageants en zone euro. L'indice CAC 40 a pris 20,82 points à 4092,50 points dans un volume d'échange peu étoffé de 1,6 milliard d'euros. La veille, il avait perdu 0,12%. Parmi les autres marchés européens, Francfort a gagné 0,68% et Londres 0,57%. Par ailleurs, l'Eurostoxx 50 a pris 0,51%.
Le marché parisien, qui évolue au plus haut depuis mai 2011, s'est montré hésitant en début de séance avant de reprendre quelques couleurs sans être affecté par l'ouverture en baisse de Wall Street. Les flux sont plutôt favorables pour les indices européens. On observe d'ailleurs une légère décorrélation avec les indices américains, observe Renaud Muraille, gérant chez Barclays Bourse. Les investisseurs se sont appuyés sur des indicateurs positifs en zone euro. La production industrielle s'est améliorée en juin en zone euro en progression de 0,7% contre moins 0,2% le mois précédent. Et le moral des investisseurs allemands a grimpé plus que prévu en août à 42 points contre 36,3 en juillet. On sort de cette période où l'on craignait une aggravation de la récession. On s'attend maintenant à ce que l'économie européenne puisse repartir selon M. Muraille. Pour autant, le marché n'accorde pas une importance démesurée à ces chiffres dans une semaine des plus calmes de l'année marquée par le pont du 15 août. Tempère le gérant qui met en avant la faiblesse des volumes d'échange. Les investisseurs attendent désormais avec impatience les chiffres de croissance de la zone euro pour le deuxième trimestre prévu mercredi matin. Les dernières publications montrent que la récession touche probablement à sa fin en zone euro, estime Peter van den Hout, un analyste du bancassureur ING. Toutefois, a-t-il ajouté, la situation étant toujours délicate pour les pays les plus fragiles de la zone euro, une reprise de faible ampleur est sans doute le maximum que nous pouvons espérer. Tu parles dans le vent à nouveau, putain. Alors, a priori, il y a des soucis. Bon. Ça n'a pas beaucoup d'applications ouvertes, là. Bon, c'est revenu. Désolé pour les problèmes techniques, ça faisait un moment là qu'on n'en avait pas eu de problème technique avec Livestream. Bon, peut-être qu'après je passerai directement à YouTube, puisqu'il y a des solutions qui sont proposées, je sais pas. Pour l'instant, on va s'en contenter. J'espère qu'il n'y aura plus de problème dans le cadre de cette émission, puisque c'est vrai que c'est pénible hein, quand c'est saccadé. Quoi qu'il en soit, vous pouvez l'indiquer bien sûr sur le chat écrit. Vous pouvez aussi réduire la qualité de la vidéo, ça peut aussi venir de là. Si vous voyez excellent, etc., vous pouvez mettre en qualité low pour que ce soit plus fluide. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, n'hésitez pas à participer, donnez vos positions du jour, décrire ce que vous avez vu. Nostra est pas mal parlé tout à l'heure par rapport à ses prises de position, donc nous dire comment ça évolue. On ira également regarder le suivi de ton compte Nostra si tu le veux bien. On pourra en parler, ce sera intéressant. Puisqu'il y a quand même un beau profit qui est fait. Il y a eu des phases qui ont été peut-être un peu délicates avec des gros écarts entre la balance et l'équité, donc ce sera l'occasion d'en discuter. Bon, alors je reprends. Voilà, alors ça on avait vu. Ça on avait vu. Vous pouvez espérer. Ok. En lot, c'est bon chez moi. Ok, voilà. L'actualité aux États-Unis a par ailleurs peu retenu l'attention des marchés. Le ralentissement de la progression des ventes au détail en juillet n'a pas entamé le moral des investisseurs puisqu'elle est surtout liée à l'automobile. Enfin, concernant la question qui agite les marchés depuis le début de l'été, le calendrier de réduction de la politique d'assouplissement de la Réserve fédérale américaine, la Fed, le président de la Fed d'Atlanta, Denis Lockhart, doit prononcer un discours sur les prévisions économiques dans la soirée. Parmi les valeurs, Société Générale a signé la plus forte baisse de l'indice CAC 40, moins 1,28% à 35,15 €, affectée par la cession par l'assureur mutualiste Groupama du solde de sa participation dans la banque française pour un total de 517 millions d'euros. Voilà, après ça va être des chiffres plus précis, ça va vraiment nous intéresser parce que ça va être plus spécifique à des actions et des entreprises précises. Alors, Wall Street sans élan après les indicateurs contrastés, on lit ce point toujours publié par l'AFP, l'agence France Presse. Wall Street s'affichait légèrement dans le rouge à la mi-séance mardi au cours d'une séance calme après la publication d'indicateurs mitigés aux États-Unis. Le Dow Jones perdait 0,18% et le Nasdaq 0,13%. Vers 16h GMT, l'indice vedette Dow Jones Industrial Average lâchait 27,99 points à 15 391,69 points et le Nasdaq 4,71 points à 3 665,24 points.
L'indice élargi Standard & Poor's 500, S&P 500, c'est des 0,10%, moins 1,73 points, à 1187,74 points. Après avoir débuté la séance dans le vert, les indices sont partis en territoire négatif, faute d'éléments assez stimulants pour inciter les investisseurs à s'engager sur le marché. On est en plein milieu de l'été, le tumulte de Wall Street s'est éloigné, le marché évolue dans une fourchette limitée, a relevé Mass Big Silver de Marblehead Asset Management. Dans ces conditions, tout mouvement est risqué et les acteurs du marché préfèrent s'abstenir, a-t-il ajouté. Les investisseurs étaient d'autant plus réticents que les indicateurs américains du jour n'ont pas été à la hauteur des attentes, selon les analystes de Charles Schwab. Ainsi, l'augmentation des ventes de détail de 0,2% en juillet sur le continent américain était inférieure aux attentes, tout comme la hausse des prix des produits importés de 0,2% sur le même mois. Les stocks des entreprises manufacturières et de distribution se sont de leur côté stabilisés en juin par rapport à mai dans le pays. Ces chiffres relégués au second plan des bonnes nouvelles en provenance de la zone euro où la production industrielle s'est améliorée en juin et le moral des investisseurs allemands a grimpé plus que prévu en août. Mais la place new-yorkaise reste surtout prudente avant un éventuel changement de politique monétaire de la Fed, ont avancé les analystes de Wells Fargo. La Banque centrale américaine pourrait ralentir le rythme de ses rachats d'actifs, actuellement de 85 milliards de dollars par mois, dès septembre, et les investisseurs sont à l'affût de tout indice accréditant cette hypothèse. Un discours du président de la Fed d'Atlanta, Dennis Lockhart, était prévu mardi à la mi-journée. Le président de la Banque de réserve fédérale de Saint-Louis, James Bullard, doit quant à lui s'exprimer mercredi et jeudi. Sur le front des valeurs, bon, ça va moins nous intéresser, voilà donc le contexte fondamental dans lequel on est. Devise, l'euro recule face au dollar, spéculation sur la Fed. Ah oui, alors j'ai pris des nouvelles options pour m'entraîner, toujours parce que je suis débutant sur le marché des options. J'irai voir jeter un coup d'œil à ce que ça donne sur mon compte démo Saxo Bank. L'euro recule face au dollar, spéculation sur la Fed. L'euro reculait face au dollar mardi malgré la publication de bons indicateurs en zone euro. Le dollar étant soutenu par l'espoir que la Réserve fédérale américaine, donc la Fed, resserre bientôt sa politique monétaire ultra accommodante. Vers 16h GMT, 18h HEC, l'euro valait 1,3240 $ contre 1,3299 $ lundi. La monnaie unique européenne progressait face à la devise nippone, la progression de la production industrielle en zone euro et l'amélioration du moral des investisseurs allemands ne parvenaient pas à soutenir la monnaie unique face au dollar. L'appréciation des investisseurs allemands sur l'économie de leur pays s'est en effet nettement améliorée en août, selon le baromètre ZOO publié mardi. Un regain de confiance alimenté par des signes d'une sortie de récession de zone euro. Et la production industrielle en zone euro a progressé de 0,7% en juin contre un recul de 0,2% en mai, selon des données publiées mardi par l'Office européen des statistiques Eurostat. C'est toutefois moins que le consensus des analystes qui tablaient sur une hausse de 1%, soulignait Ben May chez Capital Economics. De son côté, le dollar réalisait une nouvelle séance en hausse sur la base des espoirs que la Fed réduise bientôt ses rachats d'actifs, soulignait Addison Armstrong chez Tradition Energy. Dans le but de soutenir l'économie américaine, la Fed injecte actuellement 85 milliards de dollars par mois dans le système financier américain via des rachats d'actifs, ce qui a pour effet d'éroder la valeur du dollar. Toute perspective de réduction de ces injections de liquidités soutient donc le dollar. Comme les responsables de la Fed l'ont dit à plusieurs reprises, le ralentissement de ces injections de liquidités n'interviendra que si la reprise économique américaine est jugée suffisamment solide. C'est pourquoi le dollar a tendance à être soutenu par la publication de bons indicateurs économiques américains, comme la progression des ventes au détail de 0,2% en juillet annoncé mardi. L'indice des ventes des détaillants et des restaurants enregistre là son 4e mois consécutif de hausse. L'attention des cambistes se tournera mardi après-midi vers le discours du président de la Fed d'Atlanta, Dennis Lockhart, qui doit s'exprimer à partir de 16h45 sur les prévisions économiques.
Le reste de la semaine sera également riche en indicateurs américains avec l'inflation, la production industrielle, les mises en chantier de logements et la confiance des consommateurs que les investisseurs scruteront avec attention pour déceler des signes de reprise économique. Enfin, le yen continuait à reculer après la publication lundi d'une croissance japonaise décevante, avec une hausse trimestrielle du PIB de seulement 0,6% entre avril et juin contre 0,9% au trimestre précédent. Voilà donc le contexte dans lequel on est. Alors on lit encore quelque chose. Donc ça on avait vu. Pétrole en hausse à long de portrait par de bons indicateurs en zone euro. On vient de voir en partie ce qui est dit ici. Fondamentalement en tout cas. Grèce, l'île Santorin, privé d'électricité à la suite d'un incendie, ça peut pas nous intéresser. Paris termine en hausse, nouveau plus haut de l'année. Londres entraîné par les minières. Francfort finit dans le vert, aidé par les énergétiques. Voilà, c'est à peu près tout. Au niveau des nouvelles majeures. Alors, on enchaîne et on termine avec le fondamental en étudiant ce qui s'est passé et ce qui a été publié au niveau des chiffres macroéconomiques. Donc ce jour, on avait l'indice ZOO allemand, donc on a vu qu'il était bon, donc 42 au lieu de 40.3 attendu. Le chiffre précédent était à 36.3, donc c'est une belle progression. Les ventes au détail aux États-Unis sont meilleures que les chiffres précédents et que les attentes. Voilà, donc dans l'ensemble c'est des bons chiffres. Alors demain, important à surveiller, déjà cette nuit on aura des chiffres à minuit 45, les ventes au détail par rapport à l'économie néo-zélandaise. À 10h30 demain matin on aura les chiffres par rapport à l'économie britannique. Le rapport de compte, l'indice MPC Asset Purchase Facility, donc les votes... des votes par rapport à, je vais pas dire n'importe quoi, donc vous pouvez aller voir plus d'informations sur les calendriers économiques demain matin à 10h30, et on aura les votes concernant le taux de change interbancaire, oui c'est ça, demain matin par rapport à l'économie britannique. À 14h30 demain, on aura l'indice PMI relatif à l'économie américaine. Autrement, tout au long de la journée, on aura des nouvelles d'importance moyenne par rapport à l'euro, la livre sterling, puis le dollar. Donc demain, journée relativement chargée au niveau des nouvelles macroéconomiques. Voilà, donc c'est dans ce contexte que l'on va commencer notre étude technique. Donc moi c'est un peu comme ça que je procède. Je commence par déblayer et comprendre dans quel contexte fondamental je suis, puisque pour moi l'analyse technique est très intéressante, et peut-être suffisante dans certains cas, mais comprendre le contexte fondamental dans lequel on réalise ces analyses techniques est important et intéressant pour moi. Et également le contexte psychologique, dans le sens psychologie des foules, voilà, savoir les grandes tendances, ce qu'on attend, etc. Voilà, pour moi ça m'aide à comprendre les mouvements, donc je commence par déblayer la situation fondamentale, puis je m'intéresse plus précisément aux techniques et au chartisme. Alors, sur le dollar yen ici, eh bien, nous sommes dans un triangle, hein, désormais ça se dessine de plus en plus, ça va pas m'intéresser des masses, donc si on sort de ce triangle je pourrais m'y remettre, pour l'instant pas intéressant. Euro yen pareil, on est dans une zone calme, dynamique de fond haussière, avec une forte volatilité artificielle, donc qui peut amener des phases de correction, ou en tout cas de volatilité importante à terme, en tout cas ces prochaines semaines, mais pour le moment, on a des zones qui ont été pas mal distribuées, très calmes, donc dans un range, ici sur l'euro yen, pas intéressant pour moi. Le CAC, bah, on pourrait l'acheter, je le fais pas, récemment j'avais vendu les marchés américains, je pourrais tout à fait acheter le CAC, hein, ce serait même cohérent d'acheter le CAC. Je ne vais pas le faire parce que je suis pas à l'aise. Là c'est pas technique, parce que techniquement on casse les précédents plus haut. Je vois pas non plus de grosses forces acheteuses, mais pour l'instant le fait est qu'on achète et que les marchés montent, donc on va certainement pas vendre, ça c'est clair. Peut-être on pourrait acheter, ce serait cohérent en tout cas, je le ferai pas. Fondamentalement, je n'ai pas de conviction acheteuse sur les marchés actions français. Le dollar face à la livre turque, on est vendeur, on laisse courir, on l'avait vu tout à l'heure. AUD/CAD, on est vendeur, on laisse courir, on l'avait vu tout à l'heure. Le câble, on est dans une phase de range, dans des zones qui ont été pas mal distribuées. Ça m'intéresse pas des masses. L'euro-dollar, eh bien, on tente de réintégrer le triangle. Donc pour le moment, on avait vu qu'on avait une fausse cassure à la baisse. Là, on semble avoir une fausse cassure à la hausse. Pour l'instant, ça va pas m'intéresser des masses. Là, actuellement, si je veux prendre position, je serais quand même plutôt vendeur, parce qu'on est sur une impulsion vendeuse et on pourrait très bien rallier le milieu, voire la partie basse du triangle. Donc pourquoi pas shorter, mais c'est pas le scénario qui m'intéresse le plus. L'or baisse un peu, donc on est vendeur, on laisse courir.
Pour ça, on perd plutôt de l'argent. Le DAX est proche de ses précédents plus hauts. On pourrait passer à l'assaut. Donc là, c'est trop tôt pour acheter puisqu'on n'a pas encore cassé les précédents plus hauts. C'est trop tôt pour vendre parce que on a une impulsion haussière. Donc bon, on peut vendre maintenant en se protégeant sur les précédents plus hauts. Mais ceci dit, on rentrerait contre l'impulsion en cours. Alors ça va pas vraiment dans le sens d'un achat sur le CAC, effectivement. Si on achète le CAC alors que le CAC n'a pas cassé ses précédents plus hauts, donc on n'a pas de grande force sur le CAC, ça va pas vraiment dans le sens d'une poursuite du mouvement, a priori. Sur le dollar face au franc suisse, on est dans un range, une zone qui était pas mal distribuée, on a un beau retour des acheteurs ce jour. Belle bougie. On pourrait très bien suivre l'impulsion, puisque je trouve quand même que c'est une bougie particulièrement forte. On est vraiment dans la partie basse du range, donc pourquoi pas suivre l'impulsion. C'est quand même un marché d'impulsion ces derniers temps, hein, le dollar face au franc suisse. On voit des impulsions haussières, baissières, donc il faut savoir sortir au bon moment. Là, on a quand même une belle bougie. Moi, c'est vraiment ce qui m'intéresse, c'est de trader les impulsions. Alors, c'est contre l'impulsion en cours, mais on est dans un range, on est plutôt dans la partie basse, et on a des acheteurs qui reviennent franchement, donc pourquoi pas acheter, ouais. Pourquoi pas acheter. Ouais, ben je vais acheter. Prendre 0,1 lot à l'achat sur dollar franc suisse. Voilà, c'est fait. Donc je suis acheteur de 1 mini lot. Alors, comment je vais sortir? Bien, déjà le premier tiers serait sorti si on casse les précédents plus bas qui ont été marqués le 8 août dernier à 0.9171. Donc on va mettre le stop à 0.9165. Enfin, un premier tiers sorti. Et Nico qui m'a partagé un outil intéressant, là je ne l'ai pas encore bien utilisé, donc je ne vais pas m'en servir aujourd'hui, qui permet en fait de calculer très rapidement le pourcentage que l'on risque si on sort en plusieurs fois. En cas de perte, vous savez, à chaque fois que je mets du temps à calculer, eh bien, il a créé quelque chose de vraiment intéressant. Donc j'ai dit 0,9165. Voilà, ça c'est fait. Alors, second point de sortie, si on casse les plus bas qui ont été marqués, et donc le bas du range ici, donc les plus bas qui ont été marqués le 1er février dernier, à 0.9011, donc on va mettre 0.90 le second point de sortie. Et enfin, 0.9917, ça fait un peu serré, donc carrément on va mettre le dernier point de sortie. Ouais, mais ce serait le plus cohérent, parce que si on sort du range, il faudrait mieux sortir complètement. Donc dernier tiers, on va le sortir ici. Donc 0.8917, donc on va mettre 0.8910. Voilà. Ok, donc tout est placé. Là, je sais que si ça se passe mal, eh bien, je sortirai en 3 fois. Alors, je vais regarder si c'est bien les bonnes tailles de stop. Oui, c'est bon. Ok, parfait. Ok. Donc, maintenant, je vais calculer mon risque. Alors, désolé, Nico, hein, tu m'as envoyé la feuille. Bah, je vais me forcer à utiliser ta feuille. Ça va me faire apprendre comme ça, il faut bien se lancer. Alors, tu m'avais posté également la version, bah, justement, Google du truc. Est-ce que je peux partager le lien, Nico, ou est-ce que tu veux le partager? Alors, donc le sous-jacent, bah là je suis sûr, donc USD... Ah mais ça changerait en fait que je change. Si. USD CHF, donc. Alors taille de la position 0,1. 0,1. Montant donc 10 000. Valeur du PIB en euros 0,74. Non. Valeur du PIB en euros. La valeur du PIB en euros, c'est... donc là, on est rentré à 0,9338,6. On a 36, on perd 2. Bah, c'est exactement... ouais, enfin, quasiment, quoi. 1 euro, donc je vais mettre 1 euro. Ah merde. Non, c'est pas 0,74 euros. Bon, de toute façon on va laisser comme ça, c'est proche de ce que j'ai. Donc capital, bah, on est à 10 000...
On a combien? On a 10 608. Enfin non, on va plutôt utiliser l'équité. Donc 10 131. Voilà. Cours d'ouverture, donc on est rentré à 0,93 38,6. Ok. Stop loss 1, donc c'est 0,9165. Stop loss 2, 0,90. Et stop loss 3, bah le stop loss, le dernier là, le dernier rempart, donc c'est le scénario extrême si ça se passe vraiment mal. On est donc à 0,8910. Ok, donc voilà, bah là tout est calculé, donc voilà, on rentre les valeurs et ça donne tout de suite. Donc la perte maximale est de 293,51 €, ce qui représente 2,90% du capital. Alors, au niveau de l'objectif, j'ai pas d'objectif précis, comme d'habitude, hein, c'est-à-dire que si on arrive fort sur un biais, puisque le but c'est de trader les impulsions, donc de profiter du mouvement et de sortir quand ça se calme. On ne sait pas jusqu'à où peut aller le mouvement, on espère qu'il va aller le plus haut possible, mais pourquoi pas jouer un ralliement du haut du range. Donc par exemple, là on avait des plus hauts qui étaient marqués ici, donc on va prendre 0,9730, voilà. On va prendre 0,9730. Voilà, donc bah, si je cherchais mon take profit, donc 0,9730, ça ferait 419 € de profit, sachant que on est à 391 points des cours actuels, donc 4,14%, et le risque maximum pour ce trade est de 2,90%, c'est vraiment le scénario qui se passe le plus mal possible, donc on a tous les stops qui sont touchés. Alors par contre, ouais, la taille de sortie... pas ça la taille de sortie, c'est 0.3, 0.3, 0.2, voilà c'est ça. Donc voilà, ça fait même pas ça, ça fait 2,53% de perte par rapport au capital. Hein. Et donc 4,14% si ça se passe bien. Donc bah voilà, très bien. Donc tout est calculé, je sais comment m'en servir. Merci beaucoup Nico en tout cas pour ce partage et pour ce travail qui est intéressant et qui m'aidera. Hein, on voit que maintenant tout est calculé précisément, donc c'est mieux quand je faisais avec ma calculette, mais c'est quand même beaucoup plus simple. Peut-être qu'on peut encore plus automatiser. Donc je vais voir si tu m'autorises à le partager. Et puis, eh bien, vas-y. Mais là, c'est pour l'euro-dollar. D'accord, oui, alors c'est pour l'euro-dollar. Du coup, là, le point vaut un peu plus. Donc du coup, ça modifie un peu. Mais ça se joue à quelques... Bah, ça joue pas à grand-chose, donc c'est pas grave. Mais effectivement, là, c'est pour l'euro-dollar. Merci, Nico. Alors, on va reprendre nos graphiques. Alors, Nico qui disait nanana, en l'autre, c'est moi. Ellie qui donnait un lien. Merci, Ellie. Qu'est-ce qu'il disait déjà? Qu'est-ce qu'il fallait que je fasse? Je sais plus. Ah oui, voilà. Alors là, c'est quoi, Ellie, ce que tu nous as mis? C'est une table de poker. Je sais pas. Qu'est-ce que tu voulais nous montrer exactement par là? C'est un lien, je crois, vers Poker Academy, c'est ça? Bon. Ça, on avait vu. Vas-y, mais là, c'est pour l'euro-dollar. Ok. Le reste, on avait vu. Merci pour vos informations. Alors... donc voilà, prise de position, donc je répète les raisons de la prise de position sur le dollar franc suisse. Alors dollar franc suisse, on est dans une zone assez calme, on est dans un range dans lequel on évolue depuis le mois d'octobre 2011, donc ça fait longtemps maintenant. On est plutôt dans la partie basse de ce range, on peut voir ici, récemment on avait rebondi. On a une belle impulsion, donc dans une partie basse, une belle impulsion haussière. Je suis l'impulsion. Si elle continue, bah très bien, ça va ralentir. Je vais rester tant qu'on accélère. Une fois qu'on ralentit, je sors, je prends mon bénéfice. Et ça se passe mal, je coupe en plusieurs fois sous des points stratégiques. Donc tout est bien. Au niveau du money management, tout est calculé. Donc là, ma position est nickel. Donc là, du coup, je regarde si ça fait pas trop doublon avec les autres paires que j'ai. Donc là, je suis acheteur de dollars, vendeur de francs suisses. Les autres paires relatives au dollar, j'ai le dollar face à la livre turque. Donc d'un côté, je vends le dollar, de l'autre, je l'achète. Donc c'est pas de problème là au niveau de la couverture. Après, j'ai pas d'autres. Je suis pas concerné par les autres paires, donc voilà, tout est nickel, tout est respecté, il n'y a pas de souci.
Là, l'argent est bien remonté hein, ces derniers jours. Là, on a une petite baisse ce jour, ou plutôt de l'hésitation, un peu comme sur l'or. AUD-USD, on a baissé, donc la dynamique de fond est baissière. Je suis vendeur sur AUD-CAD. J'ai préféré l'AUD-CAD qui me semblait présenter une plus belle configuration, donc voilà, je suis déjà en place ici. Euro face à la livre sterling, on est dans une phase d'hésitation. On a des vendeurs qui pressent un peu, mais on voit qu'on a une ombre tout de suite, donc je ne vais pas suivre. Si on casse le support oblique aussi, pourquoi pas s'y intéresser de plus près, mais ça n'est pas le cas pour le moment. Euro-franc suisse. Alors, euro-franc suisse, j'ai dit que quand on a des impulsions haussières qui se présentent, je prends. On vient d'acheter le dollar face au franc suisse. Alors, à la limite, je suis peut-être un peu trop pressé en achetant ce dollar franc suisse. Le truc, c'est que euro-franc suisse, il faut le jouer d'une manière bien spécifique, puisqu'on a un seuil de 1.20 qui est fixé par la Banque centrale suisse. Donc là, je suis tenté de l'acheter, mais ça ferait un peu doublon par rapport au dollar franc suisse. L'avantage quand on joue sur l'euro franc suisse, c'est que quand on achète, on peut se protéger sous un seuil qui est fixé par une banque centrale. Ce que je disais, c'est qu'il faut se rendre compte de l'impact et l'importance que ça a. Quand on traite depuis un long moment, après on se rend compte des difficultés en vérité qu'on a à mettre les probabilités dans l'autre sens. Là, c'est vraiment un avantage incroyable que d'avoir une banque centrale qui joue la même chose que nous. Donc il faut savoir en profiter. Là, on a une impulsion sympa, je suis tenté d'acheter. Et si j'achète, en tout cas, je jouerai de la manière suivante. Donc j'achète pas gros, je sors rapidement. J'attends que la pulsion se termine et je prends tout de suite le bénéfice. Et si ça se passe mal, je peux racheter tant qu'on est au-dessus de 1.20 et je sors globalement si on passe sous 1.20. L'avantage là, c'est que 1.20 c'est le seuil qui est protégé par la Banque centrale suisse et pour le moment il tient bien. On voit ici dès qu'on tente de casser, ça marche pas du tout. On peut moyenner au-dessus de manière cohérente. Maintenant il faut savoir prendre sa perte aussi quand on passe en dessous. Bon. Je l'ai joué sur dollar franc suisse, je vais pas faire doublon. Mais voilà, la prochaine fois, je serai plus attentif. AUD GPY. Là, on a une phase de correction à l'intérieur d'une dynamique baissière. Donc si cette phase de correction s'essouffle, pourquoi pas shorter. Après, ce sera un peu le même scénario qu'on a joué sur le dollar australien face au dollar canadien. Donc, pour l'instant, je suis bien sur ma position. Alors, j'ai coupé, hier soir après l'émission, ma position à la vente sur le Dow Jones. C'est pour ça que la balance a bien monté, 10 608 €. J'ai bien fait pour l'instant parce que les acheteurs reviennent. Alors pourquoi j'ai coupé? Parce qu'on a des ombres qui se multiplient. Moi je suis plutôt un trader de tendance et d'impulsion. Quand je vois que le scénario ne se réalise pas, je prends mon bénéfice. Hein. Je ne traîne pas. USD HKD, pas grand chose, pas de gros mouvement. NZD USD baisse mais au sein d'une phase d'hésitation. Le VIX je suis acheteur. Le Nikkei je suis vendeur. Le pétrole, on a une impulsion haussière intéressante mais pour l'instant on hésite. Donc pas de prise de position. USD ZAR, les acheteurs sont là, mais on ne casse pas de seuil particulier. Sur le Nasdaq, on va peut-être casser les pressions plus haut, donc il faudra privilégier les positions acheteuses. Je ne suis pas vraiment à l'aise fondamentalement par rapport à ça. S&P, même scénario, un peu moins fort. Et enfin, l'euro face au dollar canadien, on est acheteur, on en a parlé tout à l'heure. J'ai sorti déjà un tiers en perte, et on reste acheteur dans le sens de la tendance de fond. Voilà, notre travail est terminé par rapport au compte. La gestion est faite. Donc on a actuellement 7 positions ouvertes, je crois. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 positions ouvertes. Donc voilà, tout est géré, tout est prévu. Si ça se passe mal, ça se passe bien. Donc le boulot est fait par rapport au compte, donc vous pouvez suivre les résultats à tout moment via MyFXBook en cliquant au-dessus et en dessous du cadre de diffusion de l'émission. Alors maintenant on va passer aux autres aspects, il reste encore 15 minutes d'émission, donc j'ai pas mal de choses dont je dois vous parler, puisque l'idée de l'émission c'est aussi ça, c'est de vous présenter des choses intéressantes, parce que moi je suis toute la journée à travailler, à chercher des choses, etc. Donc vous faire partager ce que je trouve intéressant. Alors, ceux qui connaissent la communauté MQL5, 2 secondes juste regarder. Ah ouais, ok. Alors, la communauté MQL5, voilà, qu'on peut voir ici. Donc je me suis créé un profil où justement je voulais tester notamment les signaux, puisqu'ils ont fait un système où on peut proposer ces signaux, les vendre ou les proposer gratuitement, et on peut suivre les autres. Donc il y a des signaux gratuits, des signaux payants. Et donc j'ai un peu testé les deux aspects. Donc là j'ai inscrit mon compte témoin, là, donc le compte chez ActiveTrade de 10 000 € avec lequel je trade dans le cadre de cette émission.
Et donc il est soumis à une période de test de 1 mois où il faut remplir des conditions, donc pas plus de 70% de radon, etc. Bon, c'est pas des grosses conditions, c'est juste pour s'assurer qu'on fait pas n'importe quoi avec le compte. Et ensuite, tu peux soit le proposer gratuitement, soit le vendre, avec un abonnement hebdomadaire ou mensuel. Bon, peu importe. Là, ce qui va nous intéresser, bon alors si vous voulez suivre les résultats, hein, vous pouvez, je vais vous laisser le lien. Vous allez voir, c'est bien fait en tout cas. Voilà. Donc ça, c'est mes performances. Donc on voit la balance qui évolue, la perte en cours. Voilà, donc tout est clairement indiqué. Donc c'est une autre manière de suivre mes résultats. Et puis, il y a beaucoup d'informations. On voit notamment le slippage. Bon bref, enfin beaucoup d'informations, distribution, équité, voilà, vous voyez, donc on voit la différence entre la balance et l'équité. La balance, donc, performance. Voilà, voilà. Donc ça, c'est par rapport à moi spécifiquement. Alors maintenant, ce qui va être j'ai également inscrit... EuroGB Peking, le robot là que je teste depuis 2 ans et demi. Donc je pense qu'il pourrait intéresser du monde. Voilà, donc là je vous laisse le lien pour ceux que ça intéresse. Mais bon, ça c'est mes signaux spécifiques, donc c'est pour vous montrer que je m'y suis intéressé, que j'ai inscrit des comptes, c'est facile. Donc si vous voulez fournir des signaux, c'est quand même... voilà, alors j'en ai parlé un peu hier, là j'en parlais un peu plus profondément. La communauté MetaTrader, c'est-à-dire les utilisateurs de MetaTrader, c'est 10 millions de personnes à travers le monde. C'est-à-dire que quand vous proposez vos signaux, vous adressez à 10 millions de personnes potentielles. Donc c'est quand même quelque chose de considérable. Mais vous pouvez aussi, en tant que suiveur, recevoir des signaux d'une communauté de 10 millions de personnes. Donc il va sûrement y avoir des choses intéressantes qui vont être faites. Ils viennent de lancer, enfin ils ont lancé il n'y a pas longtemps si ça me le signale. Et à mon avis, il va y avoir des choses intéressantes. Alors d'ores et déjà, j'ai repéré des fournisseurs très intéressants. Alors je me suis inscrit puisque je ne connaissais pas en tant que suiveur pour certains signaux. Et c'est vraiment très facile. Alors, je vais vous montrer le compte. C'est un compte chez Alpari UK que j'ai ouvert. Alors lequel c'est? Je crois que c'est celui-là. Alors c'est tout simple, hein, si vous voulez suivre un système, alors on va prendre des exemples. Donc voilà, dans le menu de gauche, là sur le site de MQL5, vous avez MetaTrader 5 ou MetaTrader 4. Donc par exemple, on va prendre MetaTrader 5. On cherche uniquement les signaux des comptes réels. Donc là on a par exemple MiniUp, donc c'est un système qui a coûté 20 $ par mois. Il y a 172 personnes qui le suivent. Et il a réalisé 480% avec 26% de drawdown max. Donc moi là j'ai pas envie de mettre d'argent parce que je débute. Donc je vois que c'est un système intéressant mais je vais pas m'y intéresser. Alors ensuite là on a un système gratuit. Et il a pris quand même 593 trades. Il a réalisé pour l'instant 32%. Avec un drawdown maximal de seulement 1%. Donc après c'est vraiment très bon. Alors là j'ai plus d'informations. Donc je vois le courtier. Active Trades, voilà, donc apparemment c'est tout à fait sérieux et réel, hein, ces performances, puisque c'est fait chez Active Trades, en réel, avec un dépôt initial de 250 €, donc par contre il trade avec peu. Je vois que l'équité colle à la balance, on a un drawdown maximal au niveau des positions ouvertes qui est de 14,51%, ce qui n'est pas énorme. Voilà, donc ça m'a l'air tout à fait intéressant. Actuellement, il y a une position, etc. Donc si je veux suivre, je clique sur Subscribe, et à ce moment-là, eh bien, je pourrais suivre ces prises de position. Donc là, actuellement... Alors non, c'est pas celui-là. Ah si, c'est celui-là. Je me suis abonné à un autre système. Donc là, actuellement, le système m'a fait prendre des positions sur l'euro-yen, l'euro-dollar. J'ai ouvert un compte des tests de 10 000 €. Donc on va voir comment ça évolue. Et donc je sais pas si je peux avoir le signal que je suis ou où est-ce que je peux le voir. Ah si, voilà, dans outils, options. Et vous allez ensuite sur MetaTrader dans Community, je crois. Non, c'est pas ça. Trading. Alors, je sais plus exactement. Mais... Ah oui, si, parce qu'il est connecté, donc il faut que je regarde, voilà. Donc si je veux avoir le système que je suis ici, donc je vais dans Signal, My Subscription, donc les systèmes que je suis. Donc j'ai choisi Raptor. Donc voilà le système que j'ai choisi de suivre. Donc là, il s'agit d'un gars qui trade, bon, chez InstaForex, c'est pas un très bon broker, mais bon. Voilà, c'est InstaForex. Il y a eu au total 200 trades sur ce compte.
un drawdown maximal de 19,56% pour une performance de 533%. Donc ça m'a paru très intéressant. Mon manque de chance, je me suis inscrit hier et on a eu une bonne perte. Mais bon, ça c'est la vie. Donc on va voir comment ça évolue par la suite. Et il a l'air de prendre quand même pas mal de petits gains, d'avoir une belle courbe de croissance. Donc je verrai comment ça évolue. En tout cas, pour suivre les prises de position, c'est très simple. Hein. Et enfin, pour suivre des gens et suivre des fournisseurs, c'est très simple. C'est quand même une des problématiques. Et on a beaucoup de choix. Donc ça, c'est vraiment très bien. Donc, je pense que ça va intéresser du monde. Et si vous voulez vous y pencher, n'hésitez pas. Alors je vais voir si j'ai les mêmes résultats que lui, par contre. Je vais comparer. Donc là, quand je vais sur son suivi, je vois en position ouverte qu'il a donc de la vente sur l'euro-yen à 128,295. Donc est-ce que j'ai ça? 128,295. Alors j'ai bien de la vente sur l'euro-yen. Par contre, je suis entré à 129,80. Donc là, le prix n'a rien à voir. Alors je ne sais pas si ça marche quand on ferme la plateforme. Il y a marqué que oui, mais a priori, ça n'est pas le cas. C'est une position qui est ouverte le 8. Ah ben non, oui, c'est ça, parce que moi j'ai ouvert plus récemment, donc ça c'est normal. Une autre position sur l'euro-doll. Mais non, voilà, une position ouverte plus récemment, le 12 août. Il a ouvert une position sur l'euro-doll de 1.3309. 1.3309. Donc si je regarde, achat sur l'euro-doll. Ouais, ok. 1.3265. Non, alors... je sais pas exactement. Bon, en même temps, quand je viens de commencer à le suivre, je vais regarder comment ça se passe. Bon, a priori, c'est simple, mais là, j'ai pas exactement la même valeur, donc je vais m'y intéresser. Alors après, de toute façon, j'ai pas à défendre particulièrement MQL5. Si c'est pas bien, je le dirai. Ça m'a l'air intéressant. Maintenant, il faut regarder ça de plus près, le développer. En général, quand MetaTrader, qui est avec la société MetaQuotes qui est derrière, lance des choses, c'est pas dans le vide. Donc moi, je pense que ça va être intéressant. J'ai répondu sur le forum à un sujet à propos de ça. J'ai mis quelques exemples de signaux qui me paraissent intéressants pour le moment. Je vous laisse le découvrir. Je vais vous mettre le lien vers le sujet sur le forum. Et ceux qui veulent plus d'informations peuvent réagir de ce côté-là. Ce sera plus simple. Donc ceux qui suivent par contre en différé cette vidéo sur YouTube, vous vous rendez sur le site, hein, vous trouverez facilement. MQL5, voilà comment choisir ces signaux de trading. Voilà, je vous ai mis le lien sur le chat écrit. Alors, on va aller regarder d'autres choses qui se sont dites. Voilà, donc à propos de IG Market qui propose MetaTrader 4. C'est intéressant parce que IG, je crois que c'est le plus gros courtier au niveau des CFD au monde. Donc c'est quand même important. Il y en a beaucoup, je sais, qui aiment la plateforme ou qui voulaient aller chez IG qui n'allait pas par rapport à la plateforme. Et bien c'est le cas, voilà, comme vous voyez ici, rapidité, fiabilité, sécurité, passez vos ordres sur le Forex avec MetaTrader 4. Ah là par contre, je ne sais pas s'il y a sur le CFD. Mais bon, je pense qu'ils viendront de toute façon. On peut avoir donc MetaTrader 4 sur mobile. Voilà, voilà. Bon, enfin bref, je vous laisse le lien vers la news spécifique. Voilà. Et bien pour terminer, on va aller voir un peu ce qui s'est dit du côté des blogs. Alors moi en général j'ai 3 blogs principaux. Enil.com, le blog de Benoît Rousseau bien sûr. Alors il y avait un article sur les meilleurs traders de l'histoire de la finance. On va lire en grosses lignes ce qui est dit ici. Je vous laisserai le lien pour ceux qui veulent en savoir plus. Il nous reste 10 minutes là à passer ensemble. Le métier de trader a toujours fait jaser le commun des mortels. Critiqués, enviés pour leurs résultats, les traders n'ont pas été en odeur de sainteté depuis la crise financière de 2007. Et les conséquences qu'elle a eues sur l'économie réelle... Pardon, j'ai mal lu. Et les conséquences qu'elle a eues sur l'économie réelle. Il a été dit tout et n'importe quoi sur les métiers de trader, les accusant de tous les maux et des travers de notre économie. Mais il est bon de savoir que le métier de trader est un métier nécessaire au bon fonctionnement de notre économie. La finance de marché est composée de métiers très complexes qu'il est bon de comprendre avant de se permettre de les critiquer. C'est ce manque de connaissances qui a principalement entraîné un feu nourri de critiques insensées contre les acteurs de la finance de marché. Parmi les travers de la finance de marché, à mon avis, le plus important est la rémunération des plus gros traders. Le bonus sur leur salaire étant proportionnel à leurs bénéfices par mois, il peut atteindre des sommes insensées. Alors Mips me dit qu'il y a des coupures de son, alors je sais pas si c'est clair pour tout le monde, mais Mips, si je m'entends, essaye de passer en qualité basse, a priori ça se passe bien. Si vous avez des coupures de son, je vous prie de bien vouloir m'en excuser, je ferai mieux
demain, parce que ça sert à rien de régler les problèmes techniques en fin d'émission. Demain, je fermerai toutes les applications avant de commencer, et je commencerai directement l'émission en qualité plus basse. On verra si ça résout les problèmes. Critique insensée contre les acteurs de la finance de marché. Parmi les travers de la finance de marché, à mon avis, le plus important est la rémunération des plus gros traders. Le bonus sur leur salaire étant proportionnel à leurs bénéfices par mois, il peut atteindre des sommes insensées et entraîner les traders à prendre des risques importants car ils n'ont pas grand-chose à perdre au final. Au pire des cas, ils sont renvoyés et touchent des indemnités de chômage. N'oublions pas que les traders dans les banques ne sont pas de simples salariés, au contraire des traders en compte propre qui gèrent leur propre argent. Ne sont que de simples salariés, pardon. La moyenne du salaire d'un trader est de 297 000 € par an. Les moins bons ne gagnent pas plus de 30 000 €, mais les dieux de la finance peuvent gagner des bonus records. Voici une présentation des 12 traders les plus talentueux et aux bonus les plus élevés. Donc en premier, il y a Warren Buffett, en second, George Soros, ensuite James Simons, qui est un mathématicien de la finance, John Paulson, l'homme qui a prédit la crise des subprimes, Stephen Cohen, qui est un roi du hedge fund, Paul Tudor Jones, qui est le Robin des Bois de New York, Kenneth Griffin, Philip Falcon, le hockeyeur de New York, Noam Gottesman, qu'on voit ici, Alan Howard, Pierre Lagrange, donc qui est un Belge, trader belge le plus riche, Chris Hahn, qui est le philanthrope ou la sauterelle, surnommé donc sur les marchés allemands. Voilà, donc je laisse cet article avec des descriptions de chaque trader, leur parcours, etc. Donc très intéressant, fourni par nil.com. On va enchaîner avec... Alors le Billy Crayer, je sais qu'il était en vacances récemment. Non, il n'y a pas eu de publication. On est du côté de Margin Call. Margincall.fr. 20 ans de baisse des taux, partie 6, on de retour au Roland. Donc ça m'intéresse pas trop leurs articles là où ils répètent comment ça se passait, etc. Alors, 2 petites secondes parce qu'il fait super chaud. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre Alors, on va aller voir du côté des vidéos, des publications ce jour. Il y a Gilles Santacreux du site boursier.com qui a repris les analyses vidéo. Inside Job VOST, donc il y a un mec qui poste pas mal de reportages là et de films sur la finance en ce moment sur YouTube. Créer note d'achat, sociétéaucoffre.com. Ok. Olivier Delamarche ce jour, hein, qui était sur BFM, je suppose que vous l'avez entendu. Il y avait le zapping le concernant. Donc on écoute ce zapping proposé par BFM Business sur les phrases cultes d'Olivier Delamarche. BFM Business, intégral placement, met les points sur les i. Il y a 26 000 milliards d'endettement aux États-Unis. Donc on frappe 26 pièces. Fabriquer une grosse pièce de 26 000 milliards de dollars et on a réglé le problème de l'endettement américain et tout va bien. Ouais, c'est comme les films de série B, c'est-à-dire plus on avance dans les numéros, plus ça c'est mauvais. Et puis là, grand ouf de soulagement parce qu'on va vous expliquer que vous êtes passé à côté de la fin du monde et que donc vous devez vous réjouir que ça n'ait pas été la fin du monde. Donc vous aurez une belle hausse sur le marché pour saluer cet effort gigantesque.
Donc c'est un coup d'épée dans l'eau. On continue avec une politique qui n'a pas marché pendant 20 ans, et là on essaie de nous faire avaler que cette fois-ci ça va être formidable. Sur lequel j'aurais bien aimé avoir votre avis. Aujourd'hui, on est arrivé sur des chiffres qui sont les chiffres des années 60. Oui, tout à fait. Il y a eu doublement de la population depuis, tout le monde s'en fout, mais enfin c'est quand même quelque chose de... Bon... je sais pas, moi, un jour on me dit que les ouragans et les cyclones, ça amène de la croissance. Le lendemain, on me dit que non, c'est à cause de ça qu'ils font un PIB négatif, faut savoir. Si vous débranchez le malade meurt, puisque à ce moment-là, vous tapez une récession qui fera passer les autres pour une simple plaisanterie, pour un simple apéritif. Les États-Unis ont annoncé un PIB négatif. Alors après, on a sorti tout et son contraire pour expliquer ça. Alors c'était un coup Sandy. Moi, Sandy, on m'avait dit juste après Sandy que ça allait relancer la croissance. Bon, visiblement, ça l'a pas fait. Et puis il fait mauvais, parce que c'est rare qu'en hiver, il neige. Donc là, ça les a surpris. Pierre Moscovici, par exemple, dit que l'économie italienne est solide et qu'il n'y a pas de danger aujourd'hui pour la zone euro. Oui, c'est ce qu'il dit à l'instant. Vous savez, ce que dit Pierre Moscovici n'engage que lui et les gens qui sont assez crétins pour l'écouter. Votre précédent intervenant vous dit la même chose. Alors ses conclusions sont curieuses et amusantes, mais il vous dit la même chose. Il vous dit ça va pas. L'économie est en panne, mais on a des liquidités pour jouer. Donc jouons. C'est-à-dire que... Donc ne nous posons pas de questions, surtout ne nous posons pas de questions. L'économie continue de se dégrader, mais c'est pas grave. Une fois qu'on aura bien tapé sur tout le monde avec les impôts et que les impôts ne rentrent plus, eh bien la solution, visiblement, c'est le braquage à la chypriote. Il n'a fait que dire malheureusement la vérité. C'est quoi, c'est une erreur de jeunesse ? Oui, je pense. Oui, enfin, il n'a pas encore été suffisamment briefé pour mentir comme un arracheur de dents. Voilà, donc c'est la première partie d'un zapping en deux parties. Je vous ai mis le lien sur le chat écrit pour ceux qui s'intéressent. N'hésitez pas à faire le bilan de votre journée, si vous avez tradé ce jour, est-ce que ça a été une bonne journée ou pas. Il est 19h12, donc nous, ça fait un peu plus d'une heure qu'on est ensemble. On va regarder une dernière vidéo intéressante ce jour. Les techniques Renault toujours en course. On va aller... c'est pas les plus intéressants. Yves Lamarche, ce jour spécifiquement. Là, on regardait un zapping, mais il a parlé ce jour sur BFM, vous pouvez le retrouver. Je vous mets le lien pareil sur le chat écrit, pour ceux que ça intéresse. Alors, Ellie, tu dis que tu as tradé, quels ont été tes résultats ce jour ? Duplex Bourse, Adrien Raymond, bon. Est-ce qu'on avait un contenu particulier ? Il y avait une analyse technique de EurJVP. Je vais regarder ça, c'est proposé par Four Hexagone et on terminera là-dessus. Donc on écoute Roland pour le site Four Hexagone. Bonjour à tous, c'est Roland pour une nouvelle analyse technique. Aujourd'hui nous allons voir la paire EuroGBP. Nous sommes le 13 août et il est 10h. Donc plutôt en matinée, mais bon, on n'a pas eu beaucoup de volatilité sur les 4 derniers jours là, donc peut-être que ça ne bougera pas trop d'ici la fin de la journée. Alors quelle était ma dernière analyse? On va reprendre un petit peu le graphique ici à plus long terme pour voir un petit peu ce qui se passe. On est globalement dans l'ensemble dans une configuration je dirais de canal baissier. Alors on peut dire qu'il a été cassé ou pas, à mon avis c'est pas suffisamment clair pour en sortir une conséquence ainsi. Je suis pas certain qu'on puisse vraiment tirer quelque chose de, disons, de cette figure que je suis en train de tracer. Ça me paraît pas assez évident, simplement parce que depuis un certain temps les plus hauts et les plus bas ne se rejoignent plus, notamment ici on a une structure un peu plus chaotique. Alors à plus court terme, parce qu'on va pas s'intéresser à des échelles pareilles, la dernière fois j'avais donné un scénario plutôt haussier, enfin conditionnellement haussier, mais dans le cas là ça s'est réalisé.
sur cette sortie, donc on avait une structure en range ici, de rectangle, et on est sorti à la hausse de ce rectangle après un pullback. Enfin, j'avais fait la vidéo après avoir vu le pullback. Ici, en l'occurrence. Et donc on a eu une accélération haussière. Par contre, évidemment, on n'est pas allé très très loin, on est resté sous les derniers plus bas, matérialisé à 0,88 grand maximum, et on est allé jusqu'à 0,876 en termes de plus haut. Donc ça correspond pas à grand chose, parce que de toute manière à ces niveaux là, vous voyez, il y a plein de supports résistance un peu partout, il n'y a pas de... on n'a pas de niveau distinct sur ces niveaux de plus haut, tout simplement parce qu'on est dans un canal baissier assez mal structuré, et on a beaucoup de volatilité sur les années précédentes. Ici en 2011, vous voyez, il y a eu beaucoup de création de plus haut plus bas, donc on n'a pas vraiment de niveau je dirais phare, ou qui puisse nous orienter particulièrement autour. Donc on va se référer aux derniers événements, c'est-à-dire plutôt à la période ici, sur ces plus hauts plus bas là, parce que avant, comme je dis avant, vous n'aviez pas grand chose à part vraiment les extrémités qui sont ici autour de 0,81 ou 0,84, mais en dehors de ça on n'a pas d'extrémité très intéressante. Alors ce scénario donc haussier s'est réalisé très rapidement à court terme. Par contre là on a vraiment bloqué sur les plus hauts que j'avais tracé il y a 2 minutes, et on a eu une reprise baissière avec beaucoup de volatilité sur la reprise, surtout ici autour du 7 août avec des mèches énormes. Et ensuite on a eu une grosse accalmie sur le support ici qui est à 0,857. Donc on est sur ce niveau support qui correspond finalement à peu près dans l'ensemble au niveau de résistance, enfin l'ancienne résistance du rectangle. Mon scénario pour ma part